Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, là de suite, lorsque la vidéo sera posée, on parlera de lui. On ne parlera pas d'elle, Athéna. On ne parlera pas de lui, Phileas, le fondateur de Marseille, on parlera de lui. Alors lui c'est qui hein? C'est l'un des personnages les plus connus de l'humanité, je pense. Il est interculturel, intercivilisation, interville, il est inter ce que tu veux. C'est Platon. Alors c'est pas son vrai nom. Tout à l'heure, je vous mettrai l'historique de sa vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Platon est l'un des socles de la philosophie, tout court, en tout cas après lui. Et je remets encore un petit peu, il est tellement beau gosse. Et Platon enfin la philosophie de Platon est l'un des socles de la philosophie, de la pensée occidentale. L'un des socles, je n'ai pas dit le socle. Et l'un des socles les plus importants, être platonicien, alors beaucoup de scientifiques s'en revendiquent, beaucoup de gens sans le savoir sont platoniciens comme certains font de la prose, hein, Monsieur Jourdain par exemple sans le savoir. Certains sont platoniciens, qu'est-ce que ça veut dire? Très succinctement avant de rentrer dans le vif du sujet, ça veut dire croire qu'il existe un monde d'idées, de concepts, de principes, mais surtout, parce que c'est le but de la vidéo, c'est pas de rabâcher, hein. Il suffit d'aller sur internet et vous avez toute la vie de Platon, vous avez conférences sur Platon, vous avez tout. Donc le but, il n'est pas de refaire ce qui a déjà été bien fait et mieux fait sûrement. Non, c'est au travers sa... Comment dire ça? Au travers sa théorie du monde des idées, en fait, il suggère qu'il existe des lois avant le monde qui a été créé par ces lois, qu'il existe des lois avant notre monde, qu'il existe un monde d'idées. Bon, ensuite, il y a quelques variantes, mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, qui ne sera pas forcément très longue, c'est de reprendre donc sa théorie. Il y en a plusieurs, hein, parce que Platon a écrit tout un tas de livres, discours, où il fait intervenir Socrate. Platon a fait de la politique. À l'époque, les grands hommes faisaient un peu tout. La République, par exemple, je crois qu'il y a en 10 livres, la République. Hein, c'est en 10 livres. Nous parle un petit peu d'une cité idéale avec des rois philosophes, à moins que ce soit des philosophes rois. Je sais pas trop. C'est pas la même chose, attention. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces théories sur le monde des idées et l'allégorie sur la caverne. Parce que dans cette allégorie que je vais redécouvrir avec vous, là, on verra qu'il y a une densité d'informations, une densité de concepts, comme d'ailleurs pour ce qui est de sa théorie sur les idées, le monde des idées, le monde du sensible. Vous allez voir, il y a une densité énorme. En fait, c'est simple, hein. Pour la faire simple, Platon, il a tout dit. Et sans le savoir en plus. Puisqu'il travaillait avec des concepts, avec moins de concepts que nous. Donc il travaille avec ses outils. Hein, c'est comme si un petit peu, je sais pas, hein, voilà. Ouais, je trouve que l'image des outils, pour décrire les concepts, des outils à penser, des outils de pensée, est la bonne. Donc voilà, et pourtant il a tout dit sans le savoir. Donc c'est ce qu'on va voir. Et pourquoi j'ai voulu tourner de nuit? Ce n'est pas parce que le rideau est baissé la nuit et pas le jour, hein, parce que je peux venir très tôt le matin avec le jour. Non, c'est parce que Platon nous fait sortir d'une certaine obscurité, il nous présente quelque chose qu'on va retrouver par la suite chez les gnostiques, dans les religions monothéistes, dans beaucoup de mythes, dans le mythe osirien. On retrouvera un petit peu... enfin, à moins que le mythe osirien soit antérieur à Platon, mais Platon va inspirer beaucoup de gens, dont les gnostiques. Et lorsque je parle de gnostique, là je parle de gnosticisme, je ne parle pas des gnoses à l'intérieur des religions du livre, à savoir le soufisme, la Kabbale, qui n'est pas un livre de sorcellerie, je le rappelle encore une fois, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Non, les sorciers, c'est ceux qui se la sont appropriés, certains, et qui en font un mauvais usage. Hein. C'est bien plus que ça, la Kabbale, c'est l'explication des forces du microcosme, du macrocosme et de tout l'univers. Et la gnose chrétienne avec saint Paul de Tarse. Voilà, donc Platon va nous éclairer et à de suite, puisque la lumière du jour, la lumière du savoir, la lumière énergie va nous porter. Et je vais vous montrer que tout n'a pas été dit sur lui. Enfin, en tout cas sur ce qu'il pense et sur sa vision.
Bonjour tout le monde. Alors, retour des vidéos sur El Loco. Où est-ce qu'on va là? C'est simple, déjà on y est allé puisque c'est une voix off. Alors on se dirige vers le 6 rue Salvatore, Salvatore le Sauveur. Et on se dirige vers le Café Philo, la maison de la philosophie. Là où il y a la nouvelle Acropole à Marseille, c'est un café philosophique avec des événements culturels, des conférences, des ateliers. Donc un endroit très intéressant, je vous le dis, hein, pour ceux qui ne le connaissaient pas, dans le 6e, hein. Une rue qui démarre, c'est pas très loin de la préfecture. Je rappelle aussi aux gens que Marseille est une ville grecque, fondée par Phytéas, c'est une ville égyptienne, c'est une ville ce que tu veux, mais c'est une ville grecque. Et je pense que c'était le meilleur lieu pour parler de Platon. Donc la nouvelle Acropole avec ses jeudis philo, 19 boulevard Salvatore, dans le 6e, voilà. Et puis ils ont un site internet. Alors je ne les connais pas, mais bon, j'avais envie de démarrer là. De démarrer cette vidéo qui se voudra intelligente, cette vidéo qui n'est pas exhaustive. Je vous invite donc à aller faire des recherches, hein. Moi, je suis là juste pour impulser. J'ai envie de parler de Platon. Et comme je le disais juste avant, là, dans la nuit, dans l'obscurité, le non-savoir, je vais aborder Platon sous un angle intéressant. Mais avant, j'aimerais juste rappeler que la philosophie, c'est la science de la sagesse, la science des sciences. Que philosopher, c'est apprendre à mourir pour peut-être mieux renaître. Que la philosophie est une usine à concepts. Alors, comme il faut tout dire, il faut tout préciser, hein. On ne peut pas condenser. Parce que les gens, je vais dire usine à concepts, je suis sûr que certaines personnes vont être là, enfin, vont pas tilter. Alors, attendez, hop. Les concepts, ce sont les outils qui te permettent de penser. Moins tu as de concepts, moins ta pensée, elle est intéressante. Et pour te donner un exemple, c'est simple, hein, tu peux voir que du blanc et du noir et être un animal et distinguer aucune nuance. Donc tu as une vie de merde, une vie binaire, 0-1. Et plus tu as de concepts, plus tu peux gamberger, plus tu peux apprécier la subtilité de la vie, plus tu peux aller loin. Alors tu vas me dire, ouais, mais je m'en fous. Mais écoute, c'est très simple. Concept, ça marche comme ça. Les concepts permettent à la science d'avancer. La science, notamment la recherche fondamentale, permet ensuite à la technologie d'arriver. La technologie permet à la société de s'organiser. Et la société, c'est nous, c'est ce que tu vis, c'est l'économie, c'est le social. Je prends un exemple simple, Internet. Le concept d'Internet, c'est voilà, une toile d'araignée, relier les gens, l'information, le méta-univers, les métadonnées, tout ça. Et tout ceci a été inspiré par la philosophie, puis par la littérature. Voilà pourquoi c'est super important. C'est pas seulement pour faire l'intello qu'on parle de ça. Puis en plus, avec la philosophie, tu remontes vers l'unité. Donc là, je m'adresse à ceux qui ont suivi depuis le départ, hein, puisque chacune des vidéos qui arrivera se voudra être un chapitre d'un grand livre, hein, d'un cheminement gnostique. On remonte vers l'unité, on s'éloigne de la division, hein. Vous savez, c'est division, diabole, symbole. Et plus tu remontes vers l'unité, plus c'est beaucoup plus simple à comprendre. Alors, et s'il y a des joueurs d'échecs parmi vous, c'est très simple. En fin de partie, lorsque tu joues ce qu'on appelle un final, moins il y a de pièces sur le plateau, moins il y a de combinaisons possibles, et plus c'est simple à comprendre. Voilà. Remonter vers les symboles pour comprendre que tu vois des trucs qui, quelquefois, sont identiques, et même s'ils sont habillés différemment. Qu'est-ce que les mathématiques? C'est juste de regrouper des choses qui paraissent différentes et qui en fait ont un lien. Et ben voilà, tu vois. Donc, Platon, lui, il encore une fois. Alors, je suis en plein montage, c'est pour ça de temps en temps vous entendez un petit chut comme ça. Platon établit une toile de fond de la réalité, parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous vous rappelez les questions existentielles, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fout, quelle est la nature de l'univers, quelle est la nature d'au-dessus de l'univers, etc., etc. Qu'est-ce que de la notion de Dieu, hein, parce que je rappelle aussi aux gens que quand moi je parle de Dieu, moi je ne suis pas dans les religions. On parle d'une notion, d'un principe premier, d'un arché. Voilà. Après je dis Dieu parce que c'est beaucoup plus simple. Mais qu'est-ce que Dieu? Un logiciel? Un ordi? Une entité organique? Autre chose qu'on ne peut pas définir parce que nos concepts ne nous le permettent pas? On est bloqué. Pourquoi je vous parle de Platon? Parce que dans le cas de figure qui nous intéresse, Platon, c'est quasiment de la bombe atomique parce que il y a 2500 ans, le gars avait déjà tout dit. Et je m'en vais vous le démontrer. Il avait déjà tout dit. Pour moi, c'était un initié. Si je reprends
sous l'angle de la mimétique, la description de Platon et de tout un tas de gens qui vont parsemer l'histoire et qui vont nous apporter des petites vérités qui, mises bout à bout, nous rapprochons de la tradition primordiale, c'est-à-dire de l'ensemble de vérités auxquelles l'humanité doit accéder pour mieux comprendre ce qu'elle est, afin de quitter le CM2 et de passer en sixième, vous comprendrez la métaphore, alors que d'autres veulent te retenir, les cancres veulent te retenir en CM2. Donc, c'est un initié qui véhicule des idées, comme le veut la mémétique. Nous ne sommes pas les personnages centraux de la pièce, ce sont les idées qui construisent au fur et à mesure des véhicules, entre guillemets, de plus en plus perfectionnés, afin de pouvoir accueillir des idées de plus en plus perfectionnées, des mèmes, des super mèmes. Une religion, une philosophie, une doctrine, c'est un super mème, c'est un ensemble de mèmes. En dessous, vous avez, je ne sais pas, l'idée, le concept, et on descend jusqu'au bout d'informations. Allez voir ce qu'est la mémétique, j'en ai fait une vidéo, c'est très très intéressant, pour qu'il creuse un petit peu. Donc pour moi, lui, c'est un initié, c'est-à-dire qu'il a servi un petit peu de support aux idées pour venir un petit peu nous expliquer le cadre de notre réalité. Ce qu'il y a, c'est que Platon n'avait pas nos concepts. Quels sont ces concepts? Je ne sais pas, des concepts d'abstraction comme les mathématiques, l'informatique. Pour Platon, un système d'exploitation, bah, c'est Dieu. Un logiciel, un ordinateur, enfin, il y a tout un tas de choses qu'il n'avait pas. Et malgré ça, il va réussir à expliquer ce que beaucoup d'écoles ésotériques, beaucoup de doctrines, voire même les religions vont reprendre. Ou alors lui-même a repris, hein, lorsque je parle de mythe osirien, je pense que c'est antérieur à Platon. Enfin, Platon va inspirer quand même le gnosticisme, qui n'est pas la gnose. Allez voir aussi cette vidéo. Vous voyez, toutes les vidéos commencent à s'imbriquer, on commence à voir les liens. Et puis allez, tiens, on va y aller. L'introduction est assez longue. Alors avant d'évoquer Platon, parlons de Socrate, qui influence. Non, j'ai pas envie de parler de Socrate, moi. Socrate, c'est simple, c'est la philosophie moderne. Avant, il y a les présocratiques, Thalès de Milet, etc. Et ensuite, à Socrate. Alors, excusez-moi de le dire comme ça, Socrate, c'était surtout un gros pervers, un vieux. Hein, bon, allez voir un petit peu. Et, euh, et voilà, quoi. C'est tout. Non, mais Platon fut l'un de ses disciples les plus connus, il en a eu d'autres. Et à travers ses dialogues, d'ailleurs, Platon utilisera au départ Socrate pour faire passer certaines idées, puisque Platon a surtout écrit des livres discours, le Banquet, le Timée, le Critias, le Phèdre, allez voir aussi, qui mettent en évidence, comment dire ça. On verra par la suite que le Banquet, c'est le banquet donné une fois par mois à l'Académie, son académie de philosophie, hein, qu'il va créer à partir de moins 387 près d'Athènes et qui va durer un bon bout de temps avant d'être détruite, je crois, par Sylla lorsqu'il détruira Athènes. Sylla, sénateur romain. Voilà. Dans ses livres, voilà, c'est des dialogues où il fait intervenir des gens afin de mettre en exergue une idée et de la développer. On ne va pas trop s'attarder dans ce champ de savoir. Le but pour moi n'est pas de raconter la vie de Platon. Vous pouvez y accéder par le biais d'Internet, par le biais de tout un tas de choses. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est voilà, c'est sa théorie des formes qu'on n'évoque jamais. Puisque les gens, lorsque tu leur dis Platon, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, la caverne, la caverne. On va voir la caverne en deux. Et en trois, on verra une phrase assez intrigante qu'on attribuera à Platon. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit de Platon. Enfin, il y a des doutes. Mais en tout cas, cette phrase qui est, ouvrez les guillemets, seuls les morts verront la fin de la guerre, est très intrigante, mais va dans le sens de ce que moi je pense être la réalité. Alors, j'ai des notes, hein, que vous m'excuserez, je lis mes notes en même temps, hein, j'en ai pas mal. Ce qui est intéressant déjà, alors on va un petit peu parler de la vie de Platon, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont assez intéressants. Donc pour lui, l'explication du monde par les présocratiques est insatisfaisante, voire contradictoire. Pour lui, tout tourne autour de la connaissance. Vous vous rappelez la gnose, la connaissance, Sophia? La connaissance qui est l'activité de l'âme, qui, au contact de différents objets dans l'ensemble des choses sensibles qui constituent dans leur totalité le monde. Alors, attendez, moi je préfère l'expliquer avec mes mots. Pour lui, la connaissance, c'est l'ensemble, c'est une activité de l'âme au contact d'objets. C'est une interaction constante. L'âme, et l'âme est très difficile à définir, hein, l'âme, l'animus, ce qui anime. Alors on fera une vidéo aussi consacrée au corps, à l'âme et à l'esprit.
On parlera des monistes, on parlera des dualistes, parce que c'est une notion quand même assez complexe. Oui, pour lui, en fait, si je résume, c'est une expérimentation. L'âme s'expérimente à travers les objets. C'est très intéressant. Lorsque tu es dans une simulation, tu t'expérimentes au travers ton véhicule qui est l'avatar, qui appartient au plan sur lequel tu descends, et tu t'expérimentes tout court, voilà, tu t'expérimentes l'esprit. Platon était aussi un progressiste puisqu'il voulait éduquer le citoyen à la politique, l'éducation politique. On en parle maintenant, puisque une véritable démocratie, c'est pas seulement un vote libre, c'est aussi un vote éclairé. Qu'est-ce qu'un vote éclairé? C'est on te donne toutes les informations nécessaires à la prise de décision. Mais aussi, on t'éduque à la chose politique pour que tu comprennes mieux les subtilités, que tu ne te fasses pas avoir. C'est ça l'éducation populaire, c'est ce que ne veulent pas nos gouvernements, puisque nos gouvernements nous proposent du divertissement, des femmes à poil, des types à poil, des voitures, de la merde, qui te tirent vers le bas, vers le matériel, pour pas que tu gamberges. Parce que si tu te mets à gamberger, ils n'aiment pas, tu quittes l'illusion. L'illusion qui te vendent, et l'illusion supérieure qui englobe, cette illusion qu'on appelle la réalité. Voilà. Et éduquer le citoyen, c'est une condition importante, et elle a été volontairement négligée ces dernières décennies par nos pseudo-démocraties. Parce que, je veux dire, entre un moustachu qui te met des chars et un type qui te frelate ta bouffe, qui te balance des conneries, qui te fait du subliminal, qui te ment, voilà, c'est la même chose, je veux dire. Quand tu votes non à un référendum et on t'impose le référendum d'une manière vicieuse, euh, est-ce que c'est de la démocratie? Est-ce que ton consentement libre et éclairé, déjà il n'était pas éclairé au départ, il est plus libre puisqu'on n'en tient pas compte. Enfin bref, poursuivons. Platon nie le vide, et ça m'intéresse aussi. Il nie le vide. Pour lui, tout est plein. Ça rejoint un petit peu une théorie que j'aime bien, c'est que l'univers, c'est un plein. C'est comme un tableau. Tu as un tableau, tu as tout dedans. Tu as toutes les lettres, tout. Et c'est en fonction de l'énergie, là où elle s'allume, qu'apparaissent sur la scène ce qui nous apparaît être nous, le tout. Mais le reste, on ne le voit pas. En physique quantique, tu as des particules virtuelles qui apparaissent, qui prennent l'énergie du milieu et qui disparaissent en le restituant. Tableau, un écran, c'est quoi? C'est ça. Vous voyez, moi, je procède comme ça, par analogie. Ce qui est marrant, c'est que dans la formation donnée, formation philosophique, on a de la géométrie et des maths. Aujourd'hui, en philo, ils font pas trop de maths, quoi. Ils doivent faire juste le nécessaire. Et encore, je sais pas, moi, je connais pas le programme de la fac de philo. Non, c'est psychosociaux, je crois. Est-ce qu'il y a une fac de philo, d'ailleurs? Est-ce que c'est pas moi qui suis... Et ça, c'est intriguant. On retrouve toujours la géométrie. Les francs-maçons avec leur G, la géométrie sacrée dans la tradition primordiale, qui permet de dégager des ondes de forme, la géométrie par-ci, la géométrie par-là, les grands bâtisseurs de cathédrales. Il y a toujours cette géométrie qui revient. Science dure. Alors d'habitude, aujourd'hui, actuellement, les formations philosophiques n'incluent pas de sciences dures. Alors c'est soi-disant pour purifier l'esprit et apprendre les abstractions. Mais je sais pas, je sais pas. Je trouve intriguant parce que la géométrie et les mathématiques n'ont aucune utilité officiellement pour la philosophie. Or, lorsque tu arrives devant le fronton de l'académie, il y a marqué « Nul ne peut entrer ici s'il est géomètre ». J'aurais mis « Nul ne peut entrer ici s'il est philosophe ». Vous voyez le truc? Pourquoi? Or, il ne faisait pas les choses n'importe comment. Il donnait toujours un sens aux choses. Donc la géométrie a l'air d'être beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Et elle a l'air, à mon sens, d'être réservée aux initiés, c'est-à-dire ceux qui progresseront et qui seront suffisamment méritants à ses yeux pour avoir le savoir ésotérique. Ésotérique, savoir caché. Voilà, pour purifier l'esprit et fortifier les capacités à l'abstraction. Mon cul, ouais. Ça, c'est la réponse officielle, ça, c'est le truc officiel. Hein, je vois pas pourquoi tu fais de la géométrie alors que, bon, bref. C'est à l'académie, hein, son institution, que naîtront les concepts de principe
Et oui, on parle de concept, on parle d'idée. C'est très proche. Hein. Un concept, je pense, est beaucoup plus général et beaucoup plus haut et beaucoup plus dans l'unité que l'idée. Et l'idée elle-même peut éclater en sous-idée, etc., etc. Interrogez-vous là-dessus. Hein. Le principe, ça me fait penser aux règles du jeu, qui lient les idées, qui permettent de jouer avec les idées. Principe. C'est un peu comme le verbe dans une phrase, quoi, qui donne le mouvement, qui permet l'interaction, qui fait vivre un petit peu. Sinon, on n'aurait que des idées, comment tu les lis. Voilà. Tu vois, c'est comme une règle de jeu. Tu as des principes, et tu as des points A, des éléments, et tu les lis. C'est voilà, ni plus ni moins que des briques et que tu mets, tu fais une maison. Naîtra aussi à l'académie le concept d'axiome. Axiome en géométrie, en mathématiques, voilà, c'est l'équivalent du postulat en physique, l'axiome. L'axiome, c'est une vérité qui sert de socle à toute une théorie. Euclide, par exemple, la géométrie euclidienne avec ses axiomes. Tu démarres de là, voilà, c'est la base, c'est la vérité, tu démarres de là et tu construis. Voilà pourquoi on peut construire plusieurs géométries, voilà pourquoi on peut construire plusieurs théories. Et vérité mathématique n'est pas forcément vérité physique. Alors on peut construire toute une théorie qui n'existe pas, qui ne donne pas lieu à une représentation dans le réel, mais qui tient la route mathématiquement. C'est une possibilité. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut, en lisant par exemple, en lisant les équations de la relativité, on les lit et on les interprète et on en déduit que ça peut donner ça ou ça, comme les trous de verre qu'on n'a jamais vus. C'est une possibilité. Voilà. Postulat aussi. Un demi-siècle plus tard, d'ailleurs, écoutez, je vous parlais d'Euclide. Euclide, hein, celui qui a fondé la géométrie, avec ses 13 livres, ses 13 éléments. Hein, c'est un des livres les plus vendus après les livres religieux dans le monde. Et j'ai parlé d'Euclide, je crois, dans la vidéo sur la géométrie sacrée. Donc Euclide sort de l'académie. Voilà. L'académie, c'est pas seulement des types qui font de la philo, c'est une manière de vivre, c'est un banquet tous les mois, c'est un club, quoi. Où en général, les fils de bonne famille essayaient d'entrer. Parce qu'à l'époque, les fils de bonne famille, ils n'allaient pas à Miami ou ils n'allaient pas au casino. Ils allaient en Égypte, ils allaient s'initier, ils allaient à l'académie. Enfin, voilà, c'était une autre époque. Hein. Forme et idée. Oui, pour Platon, alors on va y revenir, on va y revenir. Je rentre dans le détail, mais pour Platon, il y a les idées et les formes. Les idées et leur représentation en ce bas monde. Est-ce que vous avez déjà vu la justice se balader? Comment tu peux dessiner et représenter la justice? Ça, c'est les idées de Platon. Moi, je pense que c'est des concepts. C'est aussi des valeurs morales qui fondent nos jugements sur les choses de la vie humaine. Mais c'est des concepts. Mais rends-toi compte, gars, que tu n'as toujours. Moi, j'appelle ça aussi des absolus. Il n'y a rien avant. Ils ne sont déduits de rien avant. Enfin, si, on pourrait les faire partir d'un principe premier. Prends un exemple simple. Hein, je ne sais pas, le beau. Du beau, tu peux faire partir l'harmonie, qui serait une sous-idée. Du beau, tu peux faire partir aussi le concept du beau, mais physique. D'ailleurs, phi, le nombre phi et le rapport qu'il émet est intéressant à ce propos d'ailleurs. Et pour Platon, les idées importantes, c'est ce qui est beau, vous voyez, phi, l'harmonie, Tiferet, ce qui est bon, ce qui est juste. Et ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Le plérum, avec nous, ecclésia, anthropos, toujours pareil, des grandes catégories qui donnent lieu à tout un tas de sous-catégories. Moi, ça me rappelle le plérum. Et toutes ces idées, pour lui, sont chapeautées par le bien. Alors ça, par contre, c'est intéressant, puisque pour lui, tout vient du bien, c'est le principe premier. Or, on verra que très souvent, c'est le savoir, c'est l'intelligence, c'est nous. Vous vous rappelez un petit peu les gnostiques? 3 étages. Un étage, le protopère, l'étage d'après, le protopère qui devient nous. Hein, et puis après, tu as Sophia qui fout le bazar, soi-disant. Hein, toujours de la faute des femmes, soi-disant, s'ils étaient machos à l'époque. Et l'étage d'après, c'est Yahoo qui représente le père. On a toujours la même construction. Yahoo, Hachamot. C'est Jésus, la Vierge Marie. Vous voyez, je veux dire, on retrouve cette même construction. Dieu, Jésus, la Vierge Marie. On retrouve toujours cette construction. Il faut voir comme ça les choses. Hein. On comprend beaucoup mieux. Donc le savoir platonicien est un savoir de valeur. Voilà. Voilà. Donc revenons à... Alors pour sa vie, c'est simple. Hein. Il est d'extraction noble. On dit qu'il descend de Solon. Solon qui était l'un des dirigeants d'Athènes plusieurs siècles avant, il me semble. Donc il vient d'une famille noble, il vient d'une famille de dirigeants. C'est marrant, hein. On dit qu'il descend de Poséidon, le dieu de la mer, frère de Zeus.
Ouais, donc lui, c'est pas le fils de Dieu, c'est le neveu de Dieu. Voilà. Ça fait de lui un demi-dieu comme Prométhée, comme tous ces gens initiés qu'il y a dans les mythologies. Or, les mythologies, elles prennent leur source dans une vérité, dans quelque chose. C'est toujours des gens demi-dieux. Et c'est marrant cette notion de demi-dieu. Il est à cheval entre nous et au-dessus, le plan supérieur, ceux qui dirigent, ou le plan intermédiaire, puisqu'il existe. On verra que Platon va parler des archontes, des illuminatifs. Platon va parler de la relativité. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Voilà, voilà pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Platon a déjà tout dit. Après, il suffit de le lire avec les yeux de celui qui veut synthétiser. Vous vous rappelez Harry Potter, le prince de sang mêlé? Vous voyez, on retrouve toujours ça, Hercule, Prométhée qui veut aider les hommes et qui leur amène la lumière du savoir pour les éclairer et pour les sortir de la nuit, afin qu'ils évoluent et qu'ils quittent la dimension animale, c'est-à-dire moi je te tue, moi je bouffe, moi je cague, moi je me reproduis, et qui les amène à monter, à s'élever et à devenir des hérous, à devenir des bouddhas et à accéder à un certain paradis. Ou alors quitter le CM2 et passer en sixième. J'aime bien cette métaphore. Eh ouais, tu vas au collège, tu as plein de profs. Avant, tu avais un prof et plein d'élèves. Là, tu as un élève et plein de profs. Alors, un initié, pour moi, c'est un véhicule qui reçoit tout ou partie d'un savoir transcendantal, c'est-à-dire venu d'un autre plan, et qui doit le distiller sur ce plan. Vous voyez, c'est un pipeline, quoi. Et quand je parle de plan transcendantal, oubliez la religion. Un plan supérieur, un plan créateur, un plan qui nous englobe. Donc Platon, c'est l'un des plus grands philosophes de l'humanité, c'est pas rien. Moi, je vous invite à aller voir un peu ce qu'il fait. Pas forcément. Moi, j'ai des bouquins de Platon, mais je vais être honnête, faut aimer quand même, hein. Et moi, j'aime pas lire des bouquins pour les lire, hein. Quand je lis pas des bouquins pour dire ah, j'ai lu Platon. Non. Et donc je le lis pas parce que c'est. Enfin, je le lis pas. Je connais son œuvre. Non, mais vous pouvez aller voir ailleurs. Il y a des vidéos, par exemple, sur YouTube. Au lieu de faire le con et d'aller voir des contenus bidons, tu vas voir un petit peu certaines vidéos d'universitaires ou d'autres qui vulgarisent le savoir de Platon et qui te l'expliqueront bien mieux que moi. Et là, comme ça, tu ne seras pas passif. Parce que je vous le rappelle encore une fois, moi, je vous balance des vidéos, mais je ne suis pas un gourou, les gars. Vous allez chercher derrière. Le but, c'est d'impulser, de donner envie, de point, c'est tout. Alors, il voyage beaucoup aussi. Ça, c'était classique pour l'époque, hein, et ça s'est perdu, puisque maintenant, le type, il a 20 ans, ma copine, mon petit appartement, ma petite voiture. Le mec, c'est un vieux déjà. T'sais. À 20 ans, tu cassais tout, tu visitais le monde avant. Maintenant, les mecs, c'est des vioques. C'est des meufs et des vioques. Il se fait une mèche, il va à la salle de muscu. On dirait une meuf, il cherche à séduire, et il habite à 3 km de chez sa mère. Pitoyable. Ouais, je suis désolé, mais il fallait que je le dise aussi. À l'époque, voilà, ils avaient rien et ils voyageaient. Enfin, ils avaient rien. Je veux dire, t'as vu les moyens de locomotion de l'époque? Pour faire 10 mètres, tu mets 3 semaines, tu sais, à cheval ou en chauve-souris. Euh, Pardon. Il voyage beaucoup, il ira plusieurs fois en Sicile et malheureusement, à un moment donné, il s'est embrouillé avec Denis le Tyran. Alors Denis le Tyran, il s'est pas pris la tête, hein. Il l'a mis en tant qu'esclave, il l'a vendu, voilà. Il a été racheté. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est que ce philosophe, comme les philosophes antiques, ont expérimenté la vie. C'était pas des gringalets à lunettes qui regardaient les prolos de haut en croyant que c'est des cons, ils aiment le foot. Gna, gna, gna. Eh non, lui, voilà. Il y avait beaucoup de philosophes lutteurs, des philosophes sur le marché. C'est-à-dire qu'ils étaient enfin, ils faisaient l'intermédiaire entre le savoir intellectuel et la réalité. Platon, il coupait du bois, hein. Platon, il devait envoyer du charbon aussi. Voilà, et maintenant, tu as des intellos à 2 balles qui regardent les autres de haut et qui, parce que c'est des faibles, t'en font une théorie comme quoi on serait des cons. Et voilà, moi j'ai toujours prôné la tête et les jambes. Et j'ai toujours prôné ce qui a toujours été fait dans les traditions anciennes, c'est-à-dire le type qui peut se bagarrer, qui peut couper du bois, qui peut chasser et qui en même temps peut lire du Nietzsche ou du Platon pour comprendre la vie. Voilà, c'est ça. C'est pas les intellos, encore une fois, voyez, la synthèse, l'union ou la division. On a divisé les sciences, on a divisé les gens, voilà, c'est les intellos contre les sportifs, mais c'est de la merde. D'ailleurs, moi, tous les sportifs que je connais sont pas mal cultivés. Encore une fois, la binarité, le clivage, il y a eux et eux. Tu peux pas tout faire, si, si. Et si. Il va en Égypte, ça c'est intéressant, hein, parce que l'Égypte c'est le centre mondial de l'ésotérisme. Pour qui fait un peu de magie, pour qui s'intéresse à l'ésotérisme, pour qui s'intéresse à tout un tas de choses. À chaque fois, on arrive à l'Égypte. On revient à l'Égypte. Il n'y a que ça, quoi, l'Égypte. C'est une sorte de travelot en panne ici. Non, j'arrête. Non, c'est pour rire, c'est pour rire. Mais comme tous les intellos et les fils de famille, voilà,
Aujourd'hui, ils vont à Ibiza ou en Thaïlande ou je sais pas où, mais à l'époque, ils allaient en Égypte. Il a été initié par le haut clergé. Là, par contre, je pense pas que tu puisses arriver et que le haut clergé t'initie pendant plusieurs années. Je pense qu'il y a quelque chose. Hein, un petit piston, un truc. Non, non, mais je veux dire, plusieurs années d'initiation par le haut clergé égyptien. Et initié à quoi d'ailleurs? Bon, on va l'initier au mystère d'Éleusis, des mystères osiriens, voilà, qui sont proches de la nature et qui fondent l'ésotérisme que nous connaissons dans toutes les sociétés secrètes, c'est-à-dire tu grandis par mort successive. Mais comment c'est fait de l'univers? Par déséquilibre, par rupture d'équilibre successif, c'est-à-dire des trucs qui se cassent, boum, la température tombe, ça se casse. Comment tu avances dans la vie? Par coups durs successifs que tu passes et tu passes dans un nouveau cycle et ainsi de suite. C'est comme ça que tu te fais. Voilà. Ben là, c'est pareil. Tu meurs, tu renais différemment. Et ça, c'est le mythe osirien, c'est le mythe de la nature. C'est Jésus qui meurt et qui revient le 25 décembre. Il meurt à l'hiver, il revient au printemps. D'ailleurs, encore une fois, vous voyez, nos sociétés modernes, comme elles ont cherché à nous isoler des vérités primordiales, c'est que c'est complètement stupide de faire démarrer l'année le 1er janvier. Les Romains qui avaient du bon sens la faisaient partir en mars. Normalement, tu fais repartir l'année au moment où la nature se réveille. Vous voyez, on te coupe de tout, on te coupe du cosmos en créant une société artificielle, la gang, entourée Alors, cette gang, c'est surtout une illusion mentale, mais c'est aussi tout un tas de choses comme toutes les ondes qui nous parcourent, et on nous coupe de la nature. On dort 8 heures par jour dans des sociétés qui sont qui ne sont pas naturelles. Normalement, il faudrait dormir 2 fois 4 heures. Il y a tout un tas de choses comme ça que nous faisons qui nous éloignent justement du reste du cosmos. Buren Steenas disait que Satan était une gang qui nous a isolés de la lumière primordiale et que nous n'étions que les ombres, que des ombres projetées dans ce monde par cette lumière de dos. Vous voyez, on retrouve encore l'histoire du soleil intermédiaire, on retrouve encore l'histoire de ce que moi j'appelle les impresarios qui sont entre toi et la vérité. Vous voyez, on part de Platon et on revient à ce dont on parle à chaque fois, quoi. Donc, Gride d'Éleusis. Suite à ces voyages, donc ils fondent l'académie, c'est pas l'académie Conti, hein, ils jouaient pas au billard les gars, en moins 387, et elle fermera donc en moins 87 avec la destruction d'Athènes par Scylla, par Roger Milla, pour transmettre la pensée de Socrate qu'il fera intervenir dans certains de ses dialogues. Alors on avance un petit peu, je m'excuse d'être long, mais c'est très intéressant, et on va parler. Alors donc Platon, c'est l'idée d'une cité idéale avec un roi philosophe, des philosophes rois qui géraient l'idée, qui géraient la cité, une cité où le citoyen serait éduqué à la citoyenneté, à la politique qui est la vie de la cité. Ok, ça je le mets de côté, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, c'est très intéressant, mais ça ne nous intéresse pas. Et ensuite, Platon, c'est le monde des formes, le monde des idées. Et ça, peu de gens en parlent. Enfin, peu de gens en parlent. Quand on discute entre nous, les gens me parlent de la caverne de Platon, mais toujours pareil, ils n'en tirent pas les corollaires. On répète un truc, mais on l'a pas. En fait, on ne l'a pas compris, on ne l'a pas digéré. Le truc, il faut que tu le bouffes, tu le digères, tu le chies, tu le régurgites, tu comprends ce que je veux dire. Platon va tout nous dire. Il va nous parler sa vision de la réalité qui deviendra la mémétique, la gnose qui deviendra la... Vous verrez que on va aborder des concepts qui vont vous paraître familiers, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à ça. Donc pour Platon, il y a un monde original, fait d'idées, idées mathématiques, donc de concepts, de principes. Non, je ne devrais pas dire principe dans ce coup-là. Parce qu'on peut aussi dire principe, mais voilà, vous m'avez compris, on va essayer de la faire simple. Ce monde précède le nôtre, qui n'est que sa projection. Tu as un plan pour construire regarde, tu as un plan pour construire une armoire dans ta tête, tu construis l'armoire, nous on est l'armoire, le monde original c'est le plan. Abstrait, idée éternelle, ça rappelle le plérum. Et il précède. Alors il faut savoir que beaucoup de scientifiques te disent croire, parce que beaucoup de scientifiques sont platoniciens, croire au fait que les lois qui ont fondé cet univers existaient avant cet univers. Et ça c'est super important. Le logiciel avec toutes les données de la simulation, il existe avant que la simulation, avant qu'on ait une session de la simulation à l'écran. Tu dois y en a comprendre moi. C'est en gros l'essence précède l'existence, contrairement à ce que disait Aristote. Le monde serait construit sur la base de ces idées et il contiendrait uniquement leur représentation. Voilà. Tu vois des morts, mais tu ne vois pas la mort.
Tu vois des manifestations de la justice, mais tu ne vois pas la justice. Tu vois différentes manifestations du beau, mais tu verras jamais le beau. C'est quoi le beau? Comment tu peux le représenter? Des idées projetées, et vous allez voir par qui, et ça c'est marrant, qui donne un monde, un autre monde. D'un côté, tu as le monde original, le monde des idées. De l'autre côté, tu as notre monde, le monde des formes, des ombres, le monde du sensible, le monde des effets. Et si tu veux comprendre le monde dans lequel nous sommes, il faut remonter aux causes. Parce que si tu regardes tous les effets, tu ne comprendras pas plus que ça. Et lui, il t'explique qu'il faut remonter aux causes pour comprendre les effets. Le monde du sensible, la manifestation sensible, de l'émotionnel. Donc là, on a déjà l'idée du logiciel qui projette des... Qu'est-ce qu'un logiciel? C'est juste des données qui sont stockées sur un support et qui, grâce à l'énergie qui crée le mouvement et le temps, sont projetées à l'écran. Je reprends l'exemple de Second Life. Pour créer un monde lors d'une session. Alors on retrouve l'idée de la colère de Yao qui aurait projeté une session de notre univers. Un logiciel qui, suite à tout un processus, balance. Vous comprenez? La réalité, on l'envisage différemment. Alors que jusque-là, on l'envisageait de manière éternelle, que les scientifiques parlaient de... Enfin non, les scientifiques sont platoniciens, et l'idée du Big Bang, qui est souvent mal comprise, procède des idées platoniciennes. C'est-à-dire un Big Bang qui se crée, mais des lois prédéfinies avant, et qu'on retrouve notamment dans la physique, avec les 20 constantes qui sont ajustées de manière très fine, et si ces 20 constantes n'étaient pas réglées comme elles étaient réglées, on n'existerait pas, à un pôle de Q près. Le monde des formes, le monde des ombres, ça rappelle aussi l'holographie. Des informations, l'holographie numérique, c'est des informations stockées par le biais d'un ordinateur, une lumière. Qu'est-ce que l'holographie? Je vous ai fait une vidéo dessus. Vous vous rappelez, je ne l'ai pas posé pour rien. Une lumière qui tape sur un objet et qui restitue ses formes sous forme holographique. Enfin, allez voir. Maintenant, je ne dis pas que... Moi, ça me dérange de dire que l'univers est composé d'holographies multiples, dans la mesure où même si je ne vois pas ce qui se passe ailleurs, ça se passe. C'est pas quand on est dans le monde classique. Et pour l'holographie, imagine l'univers serait une holographie, il faudrait de la place quand même, hein, si c'est une holographie en 3D. Moi, je préfère l'idée de simulation sur des écrans avec une impression de 3D, alors qu'en fait, on serait en 2D. Alors, vous allez rigoler, mais il y a des scientifiques qui émettent l'hypothèse que la 3D, c'est une propriété imaginée, une propriété émergente. Voilà, moi, je me base sur ça, sur des scientifiques, là. C'est pas Joe le comploteur. Voilà. Moi, je vais au plus simple. J'utilise le principe d'Occam lorsque ça m'arrange. Guillaume d'Occam, dont on retrouve le personnage incarné par Sean Connery dans le film Au nom de la rose, très très bon film. Voilà, l'holographie d'un univers, c'est un problème de taille. Par contre, un univers à l'écran, c'est possible, avec apparaît ce principe d'économie, ce qui doit apparaître à l'écran, et ce qui n'apparaît pas tourne en arrière-fond. Là, c'est beaucoup plus crédible. Donc le monde du sensible, pour Platon, le nôtre ne peut être compris sans que l'on comprenne le premier, qui est la cause. Les impressions sensibles ne donnent pas le vrai. Il est impossible que l'âme parvienne à un véritable jugement à partir d'impressions. Les jugements sont des opinions. Hein, vous avez compris, les jugements sont des opinions limitatifs, et si tu veux monter d'un niveau, si tu veux passer en sixième, il faut comprendre. Au-dessus du jugement, il y a la compréhension de l'autre. Je ne te parle pas de conneries, l'amour, l'unité, mais c'est pas ça dont je te parle. Mais si tu captes le gars, sa logique, et si le gars il tient la route, tu le comprends mieux, tu le juges moins et tu avances mieux. Se mettre à la place de l'autre, dans sa tête. Et pour illustrer un petit peu cette description de l'univers, il utilisera l'allégorie de la caverne qu'on envisagera dans le second chapitre. Donc vous voyez, un monde original, avec un ensemble de données, on va dire comme ça, d'informations. Encore une fois, la connaissance, le savoir, Sophia, un disque dur avec des données, une projection grâce à l'énergie et un autre monde. Et ça tient la route, hein. Mais qui projette? Dieu. Et c'est qui Dieu? Le grand ordinateur, comme l'a déclaré Leibniz? Ou un évêque, il me semble, au XVIIe siècle? Dieu est le grand ordinateur, il ordonne tout. Leibniz a dit que Dieu était un immense calculateur qui calculait toutes les possibilités en même temps et qui, à chaque fois, te balançait la meilleure. Et que même là, donc ça donne même l'imperfection est voulue, donc même l'imperfection est parfaite. Comprenne qui pourra. Bon, regardez, on va reprendre quelque chose. Je vais vous citer une phrase, là, ça va tilter.
Dieu avait l'idée du monde avant de le former, c'était son logos. Le logos. Le logos platonicien, c'est l'idée du monde avant de l'avoir créé. C'est le plan, quoi. C'est le logiciel où il y a tout dedans. Il suffit qu'il y ait le temps, l'ordonnancement, donc, des choses. Boum, 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 et le monde se met en marche. Et vous voyez, on s'y retrouve avec la physique, avec le Big Bang. Les mecs me disent, ouais, mais de rien ne peut pas apparaître le tout. Si tu envisages ça sous une forme de simulation. C'est chill, une simulation. C'est des pixels à l'écran, c'est de l'énergie. De l'énergie, pas d'énergie. T'es là, t'es pas là, ça donne des formes, ça donne des trucs animés. Qu'est-ce qui anime? L'énergie. E égale mc2. Est-ce que Dieu ne serait pas de l'énergie qui animerait l'information sur un disque dur qui serait plutôt... ou est-ce que le câble de l'électricité qui arrive dans l'ordinateur, c'est le principe de vie? L'ordinateur ou le logiciel, l'ordinateur serait le protopère, serait le vrai Dieu, le logiciel serait Yao, qui aura été développé, qui contiendrait logiciel qui va chercher chez Sophia le disque dur, les informations, et te lance une simulation. Bientôt, je vous inviterai chez moi dans Second Life. Vous allez mieux comprendre ces concepts. Vous allez voir. Le mieux, c'est pas d'en parler, c'est de les vivre. Voilà pourquoi je suis sur Second Life. Mais je ferai une vidéo à ce sujet. Mais vous verrez que c'est aussi lié. Et ça éclaircit beaucoup de choses. Tu sais, c'est comme tu fais un cours et après tu fais un TP. Tu mets en application ce que tu as appris, tu le comprends beaucoup mieux. Donc le monde était la production du logos, le logos platonicien. C'est pas le Rav Ron Shaya qui dit que la Torah, c'est le scénario du monde, son logos. Vous voyez? Je pense qu'on peut retrouver le même genre de concept dans les autres religions ou dans les autres doctrines ou dans les autres ce que tu veux, mais qui projette une énergie. E égale mc2. Est-ce que Dieu se résumerait à une énergie? La colère de Yahoo qui le fait enfler? Non, c'est un peu plus. Donc là, malheureusement, j'ai pas de certitude. L'énergie, le principe de vie, le principe féminin, hein, qui s'incorpore, utilisé par le principe masculin, l'information, l'un plus l'autre donne le monde. C'est toujours une construction comme ça qu'on retrouve. L'idée du plérum gnostique aussi est évoquée avec le protopère, donc voilà, nous, Yahoo. Les idées sont éternelles, les idées sont les bulles de champagne de l'esprit. Les idées sont les briques qui permettent des constructions beaucoup plus intéressantes, hein. Avec des briques, tu fais une maison. Voilà. L'accident, vous voyez, on va revenir encore au gnosticisme, l'accident qu'il y a eu avec Yahoo, c'est une brisure de symétrie. Comme l'univers, brisure de symétrie. Comme dans ta vie, à chaque fois que tu as évolué, c'est que tu en as pris plein la tête, ou tu es tout jeune, tu es chez papa, maman, tu vas à l'armée. C'est dur au départ. Bah, ça te dépucelle l'esprit, comme on dit. Mais tu as avancé après, quand tu regardes derrière. Après, tu as eu des coups durs, des choses qui ont fait que, toujours des brisures de symétrie, des déséquilibres. Il y a un truc qui disparaît, ta meuf elle se barre, tu perds un boulot, ou tu gagnes au loto. Je te prends des exemples triviaux, hein. Essaye de... Ne bloque pas sur l'exemple, hein, mais essaye de comprendre, quoi. C'est marrant aussi, parce que Platon il nous amène à nous interroger sur le processus intellectuel. J'ai un désir, j'ai un truc, j'ai soif. Enfin, il y a le désir, donc j'ai soif. Je dois aller boire, l'intention. J'ai dans la tête le plan de ce que je vais faire. Je vais me lever, je vais aller dans ma cuisine, je vais ouvrir le frigo, je vais prendre une bouteille d'eau. Je vais refermer le frigo surtout. Et donc réalisation, après je le fais. Ça se passe en un clin d'œil, mais on peut décomposer ça comme ça. Un processus mental que tu retrouves aussi chez les gnostiques avec le... Il faut se rappeler donc que Platon n'avait pas nos concepts mathématiques, philosophiques, physiques, informatiques, tmaniques. Pourtant, il avait l'intuition. C'est la petite voix que tu entends là. C'est le lien entre toi et le plan transcendantal, l'intuition. L'un des liens, puisque pour moi, l'âme, c'est le lien entre le joueur et son avatar, qui a un corps et un esprit, un corps adapté au plan sur lequel il est, et l'esprit, c'est l'ensemble des fonctions qui permettent à son corps de s'animer, de bouger, de vivre organiquement et de réfléchir aussi. Hein. Mais il est bridé. À la fin des temps, ouverture de conscience, le livre sera décelé. L'Apocalypse, c'est quoi? Révélation, dévoilement de notre réalité peut-être. Religion, c'est religarer. Relier quoi? Les hommes, mais aussi les faits. Et à la fin, tu captes tout. Ouais, t'es dans une sim en fait. T'es un Sims. Ça expliquerait certaines têtes. Et pourtant, voilà, Platon, pourtant, il n'avait pas ces concepts, mais il va inspirer à ses disciples. Il va inspirer ses disciples, il va inspirer à beaucoup de scientifiques.
c'est quand même balèze. Je lis en même temps. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était un avec Dieu. Verbe, vibration. Ok. Au commencement, moi je vais le réécrire. Au commencement était l'énergie, la vibration porteuse. Et cette colère de Yahoo était un avec son auteur. Dieu, c'est quoi? C'est l'énergie plus l'information qui est écrite avec de l'énergie. Est-ce que Dieu et l'univers... Moi, je pense que l'univers est une projection, est une cession d'un logiciel. Logiciel. Le haut qui gît dans le ciel. L'un des cieux. Voilà. Et donc la colère projette Léon, univers, etc. etc. C'est une projection de session. Allumez un écran d'ordinateur, vous avez le Big Bang qui se fait. Hein. À un moment donné, c'est même opaque et d'un coup, projection, explosion d'espace et de temps. Hein. C'est pas un ballon qu'on gonfle, le Big Bang. C'est une projection en tout point, c'est une explosion en tout point d'espace-temps. Et je dis bien d'espace-temps. Donc Platon fait de Dieu l'intérieur. Voilà, Platon, lui, vous avez les deux mondes. Le monde des principes, le monde des multiples, le monde original, le monde, la représentation du monde original, l'une des nombreuses représentations du monde original. Il n'y a pas qu'une représentation du beau, il n'y a pas qu'une représentation de la justice, de la mort, de ce que tu veux, il y en a plusieurs. Pardon. Donc Platon, il fait de Dieu l'intermédiaire entre ces deux mondes. Ça devient un Dieu fabricant. Et on retrouve encore une fois la notion de Yahoo, le Dieu fabricant. Il y a le Dieu pensant qui pense, qui développe un plérum, c'est-à-dire un ensemble de concepts qui lui permettent de penser. Et ensuite, tu as une rupture de symétrie, et tu as lui, mais sur un plan inférieur, quelque part c'est sa représentation. Yahoo n'est ni plus ni moins que la représentation du protopère, dans un processus sur plusieurs plans. Et Yahoo, c'est le verbe, la vibration. Le premier, c'est la pensée. Le second, c'est la vibration, le verbe, l'énergie. Et bien Platon, lorsqu'il parle du dieu intermédiaire, parle de Yahoo, le dieu fabricant. Un ordinateur te permet d'aller dans un autre monde. C'est un portail entre toi et lui. Ça dessine un X. Toi, tu es la pointe du dessus. Tu as le X. Tu as le point du milieu du X. C'est l'ordinateur. Tu passes par lui. Comment on fait pour aller dans ce monde qu'est Internet? On utilise des portails. Voilà. Donc, quelque part, quand on me dit, ouais, mais tu résumes à Dieu, à quelqu'un, dans une échelle, il est en dessous de l'autre. Non, il n'y a pas d'en dessous. En dessous, c'est un processus. Chacun à sa place. Et en second lieu, ici, il n'y a pas Yahoo, il n'y a pas l'univers. Si Yahoo est apparu, en fait, Yahoo, le démiurge, c'est juste qu'une émanation du protopère sur un plan inférieur, parce qu'il ne peut procéder qu'ainsi. C'est le processus qui le veut pour créer autre chose, pour créer d'une autre manière et faire descendre la lumière, le savoir et l'ordre de plus en plus bas. Et là, c'est surtout une idée de plan dimensionnel, mais pas forcément une idée physique. Il fait descendre la lumière, et en fait, on va résumer ça, un combat entre la lumière et les ténèbres. De l'information quelque chose et rien. Qui peut aller jusqu'au néant. Voilà, c'est ça. Et les gnostiques descendent de plan en plan. Et chaque plan est créateur d'un plan inférieur. On peut le voir comme ça aussi. Vous voyez, on va loin avec Platon, on va très 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 loin. Puis je ne me suis pas contenté de, vous voyez, par respect, hein, je ne me suis pas content. Voilà pourquoi j'ai pris du temps, j'ai une dizaine de vidéos qui arrivent. J'ai pris le temps de les travailler, c'est-à-dire de comprendre et de réexpliquer à ma manière et de faire des liens. C'est pour ça qu'elle est là, la valeur ajoutée. Je n'ai pas pris Wikipédia et Platon, il est né un temps, il a joué là, il a fait ci. Non, on s'en fout ça. Donc on retrouve les concepts platoniciens dans la physique moderne, hein, dans l'informatique, les mathématiques, de la biologie. Mais on va voir que Platon établira, ça c'est le troisième chapitre, Platon évoquera la relativité et les référentiels spatio-temporels. Vous allez voir. Que nul n'entre ici s'il est géomètre, s'il n'est géomètre. Il fait de la philo, gars. Tu fais de la philo, tu fais pas de la géométrie, tu fais de la philo. Tu fais pas de, je sais pas, de la physique, tu fais de la philo. Pourquoi tu écris ça? Pourquoi tu n'écris pas que nul? Je sais pas, que nul n'entre ici s'il n'est pas mécanicien auto. C'est aussi con. Ah mais non, mais je sais en même temps que c'est pas con. Cette géométrie qu'on met au centre de tout, mais de manière pudique, en disant non, non, mais c'est juste comme ça, non, non, c'est pour entraîner le cerveau, aux abstractions. Ouais, mon cul, c'est du poulet. Allez voir les symboles francs-maçons, il y a le G.
Allez voir toutes les écoles ésotériques. Alors, quand on évoque franc-maçon, on évoque la confrérie, la fraternité, tout ça, hein. Je ne rentre pas dans les trucs, oui, les francs-maçons, ils dirigent tout, tout ça, c'est n'importe quoi, parce que, bon, bref, voilà. C'est 99% des francs-maçons, c'est ni plus ni moins que des gens qui rentrent dans un club pour avoir un cercle d'amis, pour faire des affaires, ou parce qu'ils croient en la fraternité, ou que sais-je encore. Voilà, faut arrêter aussi les délires de certains abrutis, les francs-maçons, les jésuites, ils dirigent tout. Machin. Non, il y a des gens qui dirigent tout, il y a des trucs, mais ils se cachent à travers l'humanité. C'est un truc bien précis. Après, il y a peut-être 1% de la franc-maçonnerie qui est initiée à autre chose. La franc-maçonnerie, ça fait pas. Siphonne, oui, bien sûr. Qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont repérés, qui montent, qui montent, qui montent, et peut-être 1% d'entre eux, ou 0,01%, vont accéder à autre chose, un truc secret, l'arcanum arcanorum, par exemple. Voilà. Mais les francs-maçons, c'est le notaire du coin. Hein. C'est pas. Voilà, faut arrêter les délires aussi. Sauf quand des abrutis essayent de. Ah, je me tais, j'ai rien dit. Géométrie, idée de construction du monde, c'est marrant la géométrie. Hein. Un logiciel, tu utilises des équations, de la géométrie. Hein. En tout cas, pour les développeurs qui créent des logiciels, tu utilises des formules mathématiques, tu utilises pi, tu utilises phi. Pi crée l'espace, phi crée les formes qui vont occuper l'espace. Les formes, pi, phi, l'harmonie, elles doivent être harmonieuses en plus. Pi, c'est les volumes. Voilà. La géométrie est nécessaire pour créer le monde, que ce soit un monde numérique, que ce soit un monde classique. À partir du moment où tu parles d'espace, géométrie. Si le monde est un immense, si l'univers est un immense œuf cosmique qui grandit dans lui-même, d'après ce que disent les scientifiques, tu utilises pi pour son volume. Volume égale, voilà, égale place. S'il n'y a pas place, il n'existe pas. Je veux dire, voilà, si l'univers est de dimension zéro, c'est un point. Et encore. Donc on va poursuivre un petit peu cette théorie-là. Enfin, on va poursuivre sa description. Et une petite dernière pour la route. Vous jouez pour ceux qui jouent à des jeux comme FIFA, enfin à des jeux numériques, à des jeux sur écran dans lesquels tu évolues dans un monde numérique. L'un des plus grands fournisseurs, l'un des plus grands de maisons d'édition de jeux, c'est EA. EA, Enki, le Prométhée, savoir. EA, ça veut dire Electronic Art. Il y a des mondes virtuels. Vous voyez, encore une fois, je ne pense pas que ce soit fait par hasard. Ils ne se sont pas donné ce nom-là par hasard. EA. Ben ouais, c'est euphonique. Ça, on a du mal à le prononcer. Et eux, ils mettent EA en avant. Ils ne mettent pas Electrart ou je ne sais pas, Electrart 2000 ou ce que tu veux. Je ne sais pas si tu as saisi. Ça fait partie encore des bouts de vérité que l'univers te donne et si tu les chopes, tu comprends parce que ça va encore dans le sens de tout ça, quoi. EA, Enki, peut-être un programme qui aide d'autres programmes. Encore une autre. Vous avez tous une PlayStation. Vous avez tous vu une PlayStation. Regardez les manettes de la PlayStation. La PlayStation te permet d'accéder à des mondes numériques, à d'autres plans donc. D'accord? Voilà. Des plans qui sont pour toi adimensionnels, mais à l'intérieur, les personnages évoluent dans ce qu'ils pensent être une 3D. Enfin, ils ne pensent pas parce qu'ils n'ont pas le libre arbitre, conscience d'eux-mêmes. C'est ni plus ni moins que des supports automatisés. Alors que nous avons quand même un petit libre arbitre. Voilà pourquoi notre simulation est largement au-dessus. Elle est d'essence quantique, elle est d'essence. C'est impressionnant. Nous, on a passé un effet de seuil qui fait que notre simulation est très élaborée, mais ça ne change rien au raisonnement. Et bien, sur la PlayStation, tu as une croix, un triangle, un carré et un rond. Quand tu vas sur Second Life, pour construire n'importe quelle forme, tu n'as besoin que de ces formes-là. Quand tu vas, pour ceux qui connaissent Second Life, encore une fois, je m'excuse de le citer, mais vraiment, c'est un monde qui te permet de mieux comprendre. Tu peux builder, construire ce que tu veux. Ben, tu as des formes initiales, tu as des formes. Tu utilises le carré, le cercle, le triangle et la croix. Ce sont les trucs de base, quoi. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ce sont les formes géométriques de base. Voilà. Je cherche mes mots, je m'excuse, je suis fatigué. Hier soir, j'ai fait une exploration paranormale parce que je voulais tester un format. Et je suis un petit peu fatigué. Voilà pourquoi j'ai une élocution assez difficile. Et si vous voulez voir cette expédition paranormale dans Marseille de nuit,
Ben, vous allez sur ma chaîne La Loca, votre radio. Alors pour ceux qui ne la trouvent pas, vous verrez l'icône d'un type qui tient une flûte de champagne en costume avec les cheveux blancs. C'est Johnny Pacheco. La Loca, votre radio, c'est ma deuxième chaîne. Et pour ceux qui me disent, mais on t'a pas vu, si j'étais sur La Loca, où j'ai produit quelques vidéos d'église notamment, promenade musicale. Allez voir, abonnez-vous, c'est gratuit. La Loca, votre radio, c'est ma deuxième chaîne. Et j'en ai une troisième pour les lives qui s'appelle La Piti, comme la Piti de Delphes. Lapithie. Voilà. Ça, c'était un aparté. Et maintenant, moi, j'aimerais aborder avec vous l'allégorie de la caverne de Platon. Alors, qu'est-ce qu'une allégorie? C'est une représentation métaphorique. En 3D, voilà. C'est pas une métaphore poétique, non, elle est représentée. C'est souvent une représentation par le biais d'une histoire. Et la caverne de Platon, vous allez voir, regorge de concepts et va mieux vous expliquer pourquoi je pense que Platon a tout dit. Et oui, les Illuminati, silicionistes, tout ça, Platon, il a tout dit. Il a tout dit, vous allez voir. L'allégorie est souvent incomprise, souvent mal comprise, voire pas assez analysée. Moi, je pense dans tous ses corollaires, dans toutes ses implications. Corollaire, c'est l'implication. Je chauffe une casserole à blanc, je mets les doigts dessus, corollaire à ça, je me brûle. Enfin, c'est le premier effet. Je me brûle, corollaire à ça, je ne pourrais pas aller bosser, etc. Enfin voilà, bon bref. Alors, la caverne de Platon, cette allégorie, on la retrouve dans son livre 7, dans le livre 7 de la République. C'est un concept très moderne et contre-intuitif. Alors, je regarde un petit peu parce que j'ai plein de notes. Donc, Platon a écrit une trentaine de livres dialogues. Le Critias, le Parménide, j'ai oublié de le citer, les lois aussi. Je regarde un petit peu mes notes. Donc oui, 2 dimensions et un plan intermédiaire. Et ça, on va le voir dans la caverne, le vrai monde au-dessus, etc., etc., etc. Donc voilà, la caverne de Platon. Alors attendez, je vais essayer de vous la faire sans me lire mes notes, c'est beaucoup mieux. Très simple. Tu as sous terre, ça c'est très important. Sous terre, tu as une caverne. Au bout de la caverne, tu as une paroi. Devant la paroi, tu as des hommes enchaînés, dont la tête est bloquée, ils ne peuvent voir que la paroi. Ils ne peuvent pas bouger ni à droite ni à gauche et encore moins derrière eux. Un peu plus derrière eux, vers la sortie, tu as un muret, derrière lequel sont cachés d'autres hommes, des personnes, on ne sait pas qui c'est. Et derrière ces gens, il y a un feu, ce qui fait que le feu éclaire. Si tu veux, les gens sont cachés derrière le muret, de temps en temps ils se lèvent, comme Guignol, le théâtre des marionnettes, ils animent des formes, ces formes sont éclairées par le feu qui les projette sur la paroi, et les gens qui sont bloqués et qui regardent la paroi voient ce qui est pour eux la réalité. Alors là, on a... Et au-dessus, tu as les vrais humains, avec le soleil, la lumière, alors que là, on est dans l'obscurité, hormis le feu, il n'y a rien. Cette allégorie, elle est énorme, parce qu'elle décrit notre monde, le vrai monde, nous emprisonnés, les archontes, les Illuminati qui nous vendent l'illusion, et le feu qui leur permet d'eux. Le feu, l'énergie, Dieu. Dieu démurge. Les archontes, ce sont les gens, ceux que tu appelles les Illuminati, le diable, ce que tu veux, ce sont les programmes, ce sont les gens, les personnes là qui animent. Pourquoi elles sont là? En plus, elles sont entre nous et le plan supérieur. Pour remonter, tu passes par elles. Et elles sont là et elles animent l'illusion. Pourquoi on les laisse? Parce qu'elles ont un rôle à jouer. Ça, il ne nous le dira pas. Elles sont ni bonnes ni méchantes, elles sont là. C'est notre exercice de maths. Nous, ben, ce sont les prisonniers enchaînés qui peuvent regarder que devant. On ne peut regarder que devant la paroi. Ça, c'est l'illusion qui nous impose de ne regarder que l'illusion projetée. Et l'idée de ne pouvoir regarder qu'en avant, c'est aussi l'idée du temps. Quand le logiciel, quand tu allumes, il y a l'énergie qui arrive. Le logiciel projette une session, c'est le début du temps. Le temps ne peut aller, on ne peut aller qu'en avant. Même la relativité te dit on peut aller en avant dans le temps par rapport à ceux qu'on vient de quitter. L'histoire du jumeau qui prend une fusée qui va à la vitesse de la lumière, il part un an, il revient, il s'est écoulé 30 ans ou 200 ans sur Terre. C'est comme s'il avait avancé dans le temps. Mais on ne peut pas revenir dans le temps. On peut aller de l'avant. Vous voyez, cette idée, elle est exprimée par Platon déjà. La flèche du temps.
Les endormis, c'est nous. Voilà. Donc illusion de pensée, illusion d'optique, double illusion. On retrouve la Maya bouddhiste, on retrouve la gangue de Buren-Steenas. Ce qu'on voit, c'est une illusion, ce sont des ombres projetées d'objets qui n'appartiennent même pas à ce plan, qui viennent du plan supérieur, animés par des gens cachés derrière un muret, c'est-à-dire qu'ils font ça de manière ésotérique, ceux qui nous dirigent. Alors, moi, je viens d'une région montagneuse, je viens du Vercors. Et les grottes, quand on parle de grottes, je pense à une paroi, je pense à une grotte à notre niveau, je pense pas à de la spéléo. Il y a pas de hasard. Pourquoi il a dessiné je pense qu'en Grèce, il y a beaucoup de grottes qui sont au même niveau que le niveau où habitent les gens. Pourquoi avoir dessiné une grotte souterraine? Ben, il donne une idée de plan. Un plan inférieur, un plan supérieur. Il donne une idée de gens emprisonnés, je dis bien emprisonnés, parce qu'il y a des chaînes, les chaînes de l'illusion, dans un plan inférieur. Et entre les deux, il y a le plan intermédiaire, donc ceux qui animent les objets, pour faire croire que la réalité, c'est l'ombre des objets. Mais il y a tout, là. Il y a le monde de là-haut qui inspire, il y a le monde du bas, il y a le monde intermédiaire, il y a l'ordinateur au milieu, les programmes au milieu qui vendent l'illusion, il y a l'emprisonnement des lumières, il y a les lumières qui sont tombées en bas dans le chaos qu'il faut récupérer avant d'en finir avec ce monde, il y a les esprits qui se sont endormis dans un autre monde, vous voyez, il y a tout là. Il y a le fait qu'on appartienne au monde du dessus et qu'on doit se réveiller, le dormeur doit se réveiller, on retrouve tous les ésotérismes. Ça, c'est pas évoqué en philo. Il y a l'idée de l'enfer, du purgatoire, le feu de l'enfer, il y a tout là. Il y a tout. Ces prisonniers sont incapables de concevoir autre chose que le monde vu, le monde de la paroi, on va dire. Les ombres. Holographie, vous voyez, il y a même l'idée d'holographie, il y a l'idée de la gangue de Buren-Steenas, il y a l'idée que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, des gnostiques, l'idée des lumières qui doivent remonter, qui doivent être recueillies dans le judaïsme, l'idée des élus, l'idée de... Parce qu'on peut retranscrire ça, voilà, un logiciel, un plan inférieur, tu es là, tu joues, tu es en 2050, tu arrives à créer des mondes virtuels, tu arrives, ton corps s'endort, tu mets un casque et ton esprit vagabonde dans ces mondes virtuels. Ça sera possible technologiquement. Un jour, il y a un accident, on se retrouve bloqué dans ce putain de monde virtuel et on ne se rappelle pas de rien, on ne connaît pas le monde au-dessus. Notre corps est au-dessus, il est dans le coma et tu as plein de gens qui essayent de nous récupérer. Je peux résumer le gnosticisme à ça. Version science-fiction. Version Passé direct, un très très bon film que je vous conseille. Ou Passé virtuel, je sais plus. Très très bon film de 99. Et vous voyez, on relativise même les archontes. Ils sont là parce qu'ils sont là, parce qu'ils doivent être là, parce que c'est l'exercice de maths. T'en veux un exercice de maths, t'en veux un examen, c'est ton examen. Si tu passes, tu remontes. Donc il y a un prisonnier qui se libère, qui remonte. Il redescend, il leur dit, oh les gars, le monde il est là-haut. Alors après, tu as plusieurs versions. Tu as une version où il se rendort, le dormeur s'est rendormi. Enfin, l'éveillé s'est rendormi. Tu as la version où il le tue parce qu'il ne le croit pas, il le pense fou. Complotiste. Et ce qu'il faut retenir surtout à travers ça, c'est que lui, il s'est brûlé les ailes à monter trop vite. Il faut un cheminement par étapes, ce qui explique les sociétés ésotériques, ce qui explique qu'il y a un savoir caché qui doit être mérité, il faut une démarche. Et puis, il y a des gens qui décident si tu passes ou pas. C'était assez bon pour que le maître apparaît. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors je lis les notes, là. La caverne, elle est sous terre, c'est ça aussi. C'est ça, moi, qui m'a fait tiquer au départ. Il livre tout, Platon. Sans s'en rendre compte forcément, mais il livre tout. Tout ce dont on parle depuis, il le dit. En tout cas pour les sujets qui nous intéressent, hein, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Ben, le troisième chapitre, vous voyez, vous allez voir. Attendez, je regarde si je n'ai rien oublié. Ah, de toute façon, il a été initié, c'est pas pour rien. Je lis, hein, je lis silencieusement. Non, je pense que c'est. Après, vous me direz en commentaire, hein, je dis peut-être des bêtises, il y a des gens qui maîtrisent la philo et autres. Hein, mais je ne pense pas me planter quant à mon interprétation. En tout cas, j'interprète un petit peu ce que dit Platon. Je vais chercher ce qui m'intéresse pour illustrer
que pour faire avancer mon cheminement, voilà, je pense qu'il a tout dit. Voilà, je vais arrêter là, je vais arrêter de tourner en rond. Non, juste on va finir avec cette phrase. Alors cette phrase, c'est pas sûr qu'elle soit de Platon, on ne sait pas. Mais éventuellement, elle pourrait l'être. Attends, hop, 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 hop. Ouais, vous voyez, avec la caverne, il y a 2,5 étages. Il y a l'étage intermédiaire, il y a... c'est assez marrant, oui. En plus, Platon préfigure avec la paroi, voilà, l'illusion, c'est aussi, il y a plusieurs illusions. Il y a la gangue qui nous fait croire à un monde réel alors qu'il ne l'est pas. Il y a des élites qui nous donnent le monde de l'audiovisuel, c'est ça, la paroi. Il parle de la télé, il parle des gens scotchés devant la télé, qui sont bourrés de clichés, de préjugés, qui voient le monde qu'au travers d'une télé, qui leur balance ce qu'ils veulent bien voir de toute manière. Voilà, c'est aussi ça. Ça, c'est la première des illusions. Des types qui te parlent de tout, qui sont allés nulle part. Et juste, ils ont vu TF1, BFM, ou ils viennent sur YouTube, leurs enfants. De toute façon, ils sont tout aussi passifs et aussi cons, croyant qu'en allant voir une vidéo d'un scientifique et en la comprenant à 2%, ils vont devenir intelligents, que c'est des perroquets. Ça, c'est la première illusion. Enfin, la première, c'est celle que tu te fais du monde. Et ça, on le verra à travers le solipsisme aussi. C'est la prochaine vidéo. Mais la seconde, c'est celle-là. Et la troisième, c'est de croire que le monde, je sais pas, que tout existe, que c'est dur, que la matière existe. Alors, tout est énergie. Et il y aurait une illusion qui engloberait ça, et ainsi de suite. C'est ça l'idée des 7 cieux, du firmament, pour y accéder. Seven Steps to Heaven. Un bon album de Miles Davis, un beau morceau de Miles Davis. Je crois que non, c'est un album de Miles Davis. Allez, on finit avec la phrase. Seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Je répète, seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Les anciens, les premiers abonnés, on en avait parlé pas mal pendant les hangouts et j'avais pas été satisfait des réponses. Ça tiltait pas. Seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Je vous ai dit que Platon a évoqué beaucoup de ce qui seront ensuite des concepts scientifiques complexes et élaborés. Là, il évoque ni plus ni moins que les référentiels spatio-temporels différents, et donc des connexions avec deux temps différents. Tu crées un monde, tu crées un temps. Je crée une simulation, elle a son temps propre par rapport au mien. Et il n'est pas forcément corrélé au mien. C'est pas son temps est englobé dans le mien. Si tu veux, je vais te dire un truc simple. Notre futur, c'est peut-être le passé déjà. Du type qui a fini de jouer, il a éteint il y a 2 heures, il a éteint son truc il y a 2 heures. Et même ça, dire ça, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la relativité. Allez voir la relativité où dès que tu n'es pas dans le même référentiel spatio-temporel que la personne, l'idée de temps ne veut plus rien dire. Ou alors, il faudrait être Dieu, c'est-à-dire englober tout l'univers en un seul regard. Et là, oui, tu réunifies en un seul temps. Tu vois tout. Mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Alpha du Centaure n'a pas de sens vraiment. On ne peut pas. C'est deux référentiels spatio-temporels différents. Il te faut 4,3 années lumière pour y accéder si tu vas à la vitesse de la lumière. Et si tu reviens sur Terre, il sera passé 200 ans. Alors que tu es parti 4 ans et demi. Allez voir la relativité, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et c'est pas Einstein, il a tout volé à Poincaré. Surtout que Poincaré parlait de relativité en optique et c'était un concept qu'il avait évoqué rapidement. Et puis de toute façon, la relativité, ça vient de Galilée, mais bon, bref. Seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Non, c'est pas je suis mort, j'ai été libéré. Enfin si, le mort quitte ce monde, il va sur un autre espace-temps, sur un autre référentiel, et il voit notre futur, alors qu'il est mort dans notre passé. Vous voyez le paradoxe de cette phrase? Mon esprit est dans une simulation avec un temps, et je me réveille dans mon vrai monde, et je m'aperçois que j'y ai joué il y a une semaine, la simulation. C'est contre-intuitif, hein? La phrase, elle est énigmatique, surtout à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, on parlait surtout de temps absolu. Je veux dire, le temps relatif, il a fallu attendre Einstein, peut-être légèrement avant, hein, mais jusqu'à Newton, c'était un temps absolu. Un temps absolu valable pour tous dans l'univers. Il n'y a qu'un temps. Là, on s'aperçoit que non. L'idée de référentiel spatio-temporel, mais tu es dans ton référentiel, tu as le temps du référentiel. Quand deux personnes se croisent, il y a une décohérence de leur référentiel spatio-temporel. Vous voyez, rien que ça, mais on ne le voit pas parce qu'à nos échelles, c'est tellement infime, c'est tellement minime. C'est lorsqu'on commence à aller à la vitesse de la lumière, lorsque les proportions deviennent gigantesques et astronomiques, qu'on doit utiliser les lois de la relativité. Et lorsqu'on descend dans le banc, on doit utiliser les lois de la mécanique quantique, qui sont totalement différentes, ces trois mondes différents, qui forment un seul théâtre, le théâtre dans lequel on est, la scène.
Seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Je vis en 2050, non, je vis en 2500. C'est bien, on a des jeux, on peut rentrer dedans en esprit. Un jour, je suis rentré dans le jeu, je suis mort, je suis ressorti du jeu, et en fait, ça faisait pas mal de temps déjà que le jeu était fini. Vous allez me dire, mais non, mais il y a forcément un lien, il faut que les temps ils soient en corrélation. Non, pourquoi? Prouve-le-moi. La relativité du temps, des temps différents, pas forcément liés, voire même cette incohérence, le passé de l'un et le futur de l'autre. C'est ça, moi je l'interprète comme ça, hein, et vous voyez, je tourne toujours autour de l'idée de simulation, mais quand je dis simulation, ne pensez pas les simulations dans lesquelles on joue, pensez plutôt The Grid, les simulations gris, voilà, Second Life. Et à la fin, le livre sera décellé, on comprendra tout, puisqu'on aura les concepts, puisqu'on jouera avec des trucs dont les concepts, justement, sont évoqués depuis le début de l'humanité, mais de manière cryptée, de manière réduite, mais maintenant on comprend mieux. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire à travers Platon, grâce à Platon, sur Platon. Moi j'attends vos commentaires. Donc à partir maintenant sur El Loco, ça va être des vidéos de ce calibre. Si vous voulez, il n'y a pas de live, il n'y a que des vidéos de ce calibre. Maintenant, si, pour ceux qui veulent me suivre, hein, moi j'interviens souvent sur les hangouts des copains. J'étais sur le live de Saber Solo 8 par exemple. Je peux aussi bien intervenir chez Alixator, officiel. Hein. Allez vous abonner, allez voir. Alixator, Saber font des hangouts de qualité où ils invitent des gens, genre Philippe Gendroc, genre des gens intéressants en tout cas. Moi, je reprendrai aussi les lives. Donc, vous avez des lives intéressants sur la Loca, puisque sur la Loca, vous retrouverez deux hangouts avec Jean Robin. J'ai reçu plusieurs invités. Et j'espère en recevoir d'autres, mais à partir de septembre. Je développe 3 chaînes et j'ai une vie réelle, donc je ne peux pas tout faire. Là, j'ai fait un break de 3 semaines pour différentes raisons et parce que je voulais produire des vidéos de ce genre-là. Donc, j'ai enlevé même des vidéos. Sur Alloco, on ne mettra que des vidéos de savoir, ni clash, ni rien. Que des trucs sympas. Après, il y aura des lives de qualité sur la Loca. Et en ce moment, je mets des vidéos d'église, je mets des vidéos, là, je vais mettre des vidéos de paranormal. Et vous avez la pitié pour des lives un peu plus tranquilles. Ça sera le bar, quoi. Et là, on pourra se détacher parce que beaucoup de gens m'ont demandé de distinguer un petit peu. Certains viennent pour un certain type de vidéo, d'autres viennent pour d'autres. J'ai pas envie de tout mélanger. De toute façon, il n'y a plus de clash, il n'y a plus rien. Là, le but maintenant, avec 6000 abonnés, c'est surtout de proposer un contenu de qualité et essayer de m'améliorer. Donc, je m'excuse. J'ai aussi changé d'ordinateur. Ça m'a permis, puisque l'autre ne pouvait plus rien faire. Voilà aussi pourquoi j'étais pas là. Et donc, j'ai un outil maintenant adapté. Vraiment, je peux faire un bon montage. Et donc là, je suis en train de travailler le montage. Mais le but pour moi, c'est de monter de niveau et vous proposer quelque chose de qualité. Je lis vos commentaires, même si je n'y réponds pas. Parce que 3 chaînes, c'est compliqué. C'est 300 ou 400 messages des fois, plus les messages privés. Ceux qui me connaissent et qui savent me contacter dans le réel, enfin dans le réel, on est dans le réel, mais physiquement, bon ben, savent comment faire. Que dire d'autre? Sinon, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie. Je suis content de vous retrouver. Donc, dans les jours qui viennent, parce que je dois gérer aussi avec la Coupe du Monde, je mets des billets d'humeur sur la Coupe du Monde, sur la Loca. Donc, dès la semaine prochaine, vous avez une dizaine de vidéos. Elles ne sont pas totalement prêtes. Soit le texte est écrit, soit j'ai les images et le texte dans la tête. Donc, il faut que je les prépare. Et donc, je ne peux pas me permettre de mettre une vidéo par jour et vous proposer quelque chose de bien. J'ai envie de vous proposer quelque chose d'un peu... Voilà. Mais quand je dis proposer quelque chose, ça peut être un truc aussi con qu'aller filmer Platon à la Canebière. Et voilà, ça change un petit peu. Et puis, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir faire... comment dire ça, plus de vidéos en extérieur et plus adaptées. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous et je vous invite à aller poursuivre votre quête de savoir et à aller creuser un petit peu pour voir ce qu'est Platon, pour voir ce qu'est la philosophie. C'est très très intéressant et de toute manière, on ne va pas tarder à parler de Descartes, de Berkeley, de Kant, de Blaise Pascal. Qu'est-ce qu'il fait Pascal? Il blaise. De tous ces gens qui sont à la frontière entre la philo, les mathématiques, l'agriculture, la funk. Voilà. Non, allez, je me tais. Ciao tout le monde et puis à bientôt. Voilà. Au revoir.